Bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission du samedi, Mon envoyé spécial. Cette semaine encore, vous avez été nombreux à voter. 2 reportages sont restés au coude à coude pendant plusieurs jours. Et puis, dans les dernières heures, avant la clôture du vote, c'est un document, un rêve sans fin, qui a fini par l'emporter avec 29% de vos suffrages. Un reportage sur l'homme de demain. Vivrons-nous 150 ans ou plus ? Et pourquoi pas vivre éternellement? C'est de la science-fiction, mais c'est aussi la question dérangeante que se posent déjà des chercheurs et des scientifiques. Comment repousser la mort? Comment prolonger la vie? Avec les progrès des nanotechnologies et de la génétique, nous avons voulu savoir à quoi ressemblera l'homme de demain. C'est un voyage dans le futur que nous vous proposons, un futur déjà très présent. Nous sommes allés en France, en Angleterre et aux États-Unis. C'est un reportage signé Anouk Burel. C'est l'histoire d'un rêve vieux comme le monde. Un de ceux dont on est persuadé qu'ils ne se réaliseront jamais. L'histoire d'hommes qui vivraient 2, 3, 10 fois plus longtemps. À l'abri des maladies, de la fatalité et même du vieillissement. Un monde où la science résoudrait les problèmes du corps comme on résout ceux des machines. En remplaçant des pièces par des petits robots, par exemple. Tout simplement. Ce rêve, pourtant, ne dit pas que ces horizons très lointains seront peut-être les nôtres, demain. Car depuis la découverte du génome et les progrès immenses des nouvelles technologies, chercheurs, scientifiques, visionnaires commencent à imaginer des avenirs de l'homme totalement inédits. Impensables jusqu'ici. Vieillir est très mauvais pour nous. Ça nous donne des maladies terribles, ça nous fait souffrir et à la fin ça nous tue. Et moi, j'essaie de faire en sorte que tout ça n'existe plus. On n'est pas programmé à mourir. La mort, c'est une suite de catastrophes biologiques, biochimiques. Et peu à peu, on va pouvoir différer cette mort programmée. Et ça, je dirais, c'est l'événement bouleversant. C'est ce qui me bouleverse moi. Que pourrait être l'homme du futur ? Pourra-t-on un jour changer nos gènes, modifier la nature des hommes, vivre 300 ans ou pourquoi pas, remonter le temps comme dans un film? Si je vous dis qu'un jour, vous aurez des petits robots de la taille d'une cellule à l'intérieur de vos veines et dans tout votre corps qui vous maintiendront toujours en bonne santé, ça vous paraît très futuriste? Mais il y a déjà eu une quarantaine d'expériences sur des animaux. Et ça, c'est aujourd'hui. Pourrons-nous lire l'avenir dans nos gènes et prévoir celui de nos enfants? C'est génial de savoir que ma fille Zena porte le gène des yeux bleus. Ça veut dire que même si ses yeux sont noirs, ses enfants pourront quand même avoir les yeux bleus. Voudrons-nous contrôler totalement nos destins par l'ADN? Ça a été un choc d'être positive au gène du cancer. Alors j'ai décidé de faire une ablation des seins par prévention à 35 ans. Quels seront nos choix de société devant ces progrès géants? Aux États-Unis, cet avenir a déjà commencé, en partie. Voyage au cœur des vertiges du futur. Sur la côte ouest, ces questions d'avenir fascinent. Nous sommes à Los Angeles, en Californie. Le royaume du corps, du sport et des pilules miracles nous réserve encore bien des surprises. Et si quelqu'un trouvait la solution pour que vous restiez éternellement en forme comme ça? Peut-être bien. Ce serait chouette, oui. Hop, éternel. Comme ça, ouais, tous les jours. Vivre éternellement ou pas? Ouais, seulement si je peux faire ça éternellement. Mais je ne crois pas que ce soit possible. Impossible? Pas si sûr. À quelques kilomètres de là, sur le prestigieux campus de UCLA, un curieux scientifique pense que ce rêve n'est vraiment plus très loin. Ces théories attirent des centaines d'Américains. Certains ont traversé le pays pour assister à cette conférence, au milieu des chercheurs, des biologistes ou même des généticiens.
L'homme qu'ils viennent écouter, le voici, Aubrey de Grey, un autodidacte en génétique. Il est britannique. Bonjour, on vous attendait? Oui, bonjour. Eh bien, vous n'avez qu'à essayer de me suivre pour l'instant. Il ne ressemble à aucun scientifique et ne pense pas du tout comme eux. D'ailleurs, c'est le premier à croire que l'immortalité est possible pour les hommes. Il a passé 20 ans de sa vie à étudier le vieillissement des corps et pense que l'homme pourra se guérir de la mort. Pour beaucoup ici, ce chercheur un peu fou est le nouveau génie de la science contemporaine. Oui, c'est un génie, je le crois vraiment, parce qu'il a trouvé une théorie pour arrêter le vieillissement. Et les plus grands chercheurs ont tous échoué avant lui. Dans la salle, la plupart ne connaissent rien à la science ou à la génétique. Mais le sujet fascine de 7 à 77 ans. Je lui souhaite toute la réussite du monde. On est toutes des vieilles mamies de maison de retraite et on adorerait que la vieillesse n'existe plus. On a fait 4 heures de route pour venir jusqu'ici. Et pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi? Eh bien, au départ, c'est parce que mes enfants m'ont dit qu'ils préféreraient qu'aucun d'entre nous ne meure. Avant, je pensais que c'était bien de vieillir. Mais en fait, il faut arrêter ça. Dans le détail, la théorie scientifique d'Aubrey de Grey est très compliquée. Ce plan est une énorme simplification de la manière dont fonctionnent nos cellules et notre corps. Mais l'idée de base du Britannique est assez simple. Pour lui, le corps est une machine qu'il dit avoir entièrement décryptée. La mort n'est plus qu'un problème mécanique à régler. Mon plan pour arrêter de vieillir, c'est déjà de bien se souvenir qu'un corps est une machine. Et qu'il fonctionne comme toutes les machines, comme par exemple des voitures ou des avions. Sauf que bien sûr, c'est une machine vraiment très compliquée. Mais c'est le même principe. Une voiture, quand elle est usée, que fait-on? On la répare, on change des pièces, on enlève la rouille. Et bien pour le corps humain, c'est exactement pareil. Vous n'avez pas besoin de me croire, vous n'avez qu'à vous dire que j'ai peut-être raison. D'ailleurs, peut-être que j'ai seulement 20, 10, 5% de chance d'avoir raison. Mais même si je n'ai que 5% de chance d'avoir vu juste, on pourrait sauver 5000 personnes tous les jours. Mais pourquoi vous voulez tellement sauver l'humanité de la vieillesse et de la mort? C'est quand même très curieux que les gens se posent cette question. Je veux dire, personne ne se demande pourquoi Mère Teresa veut sauver des gens qui meurent en Inde. Personne ne trouve anormal que Louis Pasteur ait voulu éviter aux gens de souffrir et de mourir d'infection. Alors pourquoi me pose-t-on la question à moi, qui veux sauver les gens de la mort? C'est exactement pareil. Si les meilleurs chercheurs du monde mettent ces idées à exécution, Aubrey de Grey pense que nous ferons le premier grand pas vers l'immortalité dans 25 ou 30 ans. Même si le Britannique avait tort, il a au moins le mérite de proposer un virage à 180 degrés dans notre manière de penser. L'homme pourra-t-il vivre un jour éternellement? Aux États-Unis, certains commencent sérieusement à y croire. George, par exemple, il est transhumaniste. À 25 ans, il se prépare à l'avènement d'un nouveau genre humain. Pour lui, le futur, c'est sûr, va révolutionner la nature des hommes. Je vais vivre jusqu'à 150 ans. J'ai 25 ans, tous les gens de mon âge vont vivre jusqu'à 120 ans. Mais moi, je veux vivre plus longtemps, alors j'ai choisi 150 ans. Tu as choisi ce chiffre? Oui, bien sûr. Et tu penses que tu ressembleras à quoi à 150 ans? J'aurai l'air beaucoup mieux que maintenant. J'aurai sans doute la même tête que lorsque j'avais 20 ans. Et tu n'as aucun doute, tu crois vraiment à ce que tu dis, que tout va se passer comme ça? Oui, absolument. Cet optimisme sans limite s'inspire très largement d'un auteur de best-seller futuriste, Ray Kurzweil. Ce physicien américain a toujours prédit le futur en étudiant les courbes des progrès scientifiques et technologiques. Nous partons le retrouver à San Francisco. Il tourne en ce moment un film sur le monde du futur.
Un monde, pense-t-il, où tout soit possible. Vivre éternellement, rajeunir, ou bien encore pourquoi pas multiplier toutes nos capacités naturelles à l'infini grâce à de tout petits robots. Il y a 3 étapes qui vont nous mener vers l'extension radicale de la vie. La première, c'est que chacun d'entre nous aura accès à son code génétique. Dans 15 ans, on va pouvoir reprogrammer ces gènes. Ce sera la seconde étape. La troisième étape viendra de la révolution des nanotechnologies. Les nanotechnologies, ce sont ces tout petits robots de la taille d'une cellule. Imaginez ici par exemple directement dans le système vasculaire pour le nettoyer de l'intérieur. Pour Ray Kurzweil, c'est la promesse de la jeunesse éternelle. On a déjà réalisé une quarantaine d'expériences sur des animaux avec les premières générations de ces technologies. On va utiliser ces machines pour devenir plus développés, plus intelligents, plus humains, sensibles, sages. Ce sera la nature du futur. Développer grâce à cela toutes nos capacités. Les premières générations de ces nanorobots ont déjà fait leurs preuves, en laboratoire. Ici, les petits vecteurs en blanc sont en train de détruire directement des cellules cancéreuses. Au CNRS, à Paris, cette nouvelle technologie expérimentée sur des rats donne des résultats époustouflants. Ça, c'est un rat qui a une leucémie agressive. Voilà à quoi elle ressemble. Il n'est plus très actif. Regardez, à ce stade, il ne peut pas marcher. Ses jambes sont paralysées. C'est le stade terminal de la maladie. Et bien qu'il soit soigné par des médicaments, ils n'ont aucun effet sur lui. Ça, c'est un rat qui a été traité avec des nanotechnologies. Comme les autres, il est atteint de leucémie. Mais après l'application totale du traitement, la leucémie a disparu et ce rat est presque complètement guéri. Aujourd'hui, l'infiniment petit est le nouveau vertige de la science contemporaine. Certains vont même jusqu'à imaginer d'autres générations de nanotechnologies pour l'avenir, beaucoup plus puissantes. Comme ici par exemple le remplacement d'un neurone défaillant dans le cerveau par un petit robot. Une technologie totalement improbable aujourd'hui. Ces histoires ne sont-elles que de la science-fiction? Nous sommes allés poser la question à Jean-Claude Weil et Miroslav Radman, chercheurs à l'INSERM, à Paris. Les deux hommes sont passionnés par la génétique et la question de la longévité. Dans un article récent, ils ont émis l'hypothèse d'un homme dont on modifierait 2 gènes qui résisteraient au cancer, un homme qui vivrait beaucoup plus longtemps. Plusieurs expériences ont été réalisées sur des souris. Celle-ci, par exemple, aurait permis d'identifier le gène de la longévité, le gène Cloto. D'après leurs recherches, vivre 150 ou 200 ans en bonne santé ne serait donc pas inenvisageable pour l'humanité. Ce qui bouleverse les gens, c'est la notion de la mort. C'est qu'on a toujours, depuis l'histoire de l'homme, on a toujours pensé d'abord que la mort était programmée et que c'était quelque chose d'inéluctable. On a quand même l'impression que ces concepts-là sont peut-être pas tout à fait exacts et qu'on peut finalement, on n'est pas programmé à mourir. La mort, c'est une suite de catastrophes biologiques, biochimiques, dont on est en train de comprendre les mécanismes et auxquels on aura peut-être accès. Et que c'est pas juste une espèce de catastrophe inéluctable. On peut imaginer quand même que l'homme, d'une certaine façon, va intervenir sur l'évolution, sur sa propre évolution, pour essayer d'améliorer ses conditions de vie et sa longévité. En attendant,
Les Américains ont déjà entrouvert les portes du futur. Depuis l'année dernière, une invention a révolutionné leur approche de la santé. Le décryptage du génome personnel, autrement dit, l'accès au grand mystère de ses propres gènes. Ceux qui ont fait ces analyses y voient une façon inédite de prévoir son destin. Ahmad et Nadine font partie des pionniers. Au départ, Nadine voulait savoir si sa fille Zena portait derrière son regard le gène des yeux bleus. C'est super de le savoir, parce que si ma fille se marie avec quelqu'un qui a le gène AG ou GG, ils pourront avoir des enfants aux yeux bleus. En donnant un peu de leur salive et 1 000 $ par personne, ils ont désormais accès au mystère de leur génétique personnelle. Les résultats sont exprimés en pourcentage de chance ou de risque. Une liste recense 40 prédispositions par les gènes. Leur probabilité de développer de l'asthme, des maladies cardiovasculaires, un cancer du sein ou la maladie d'Alzheimer. Leurs traits de caractère aussi. La plupart des recherches sur ces gènes ne sont pas abouties. Les résultats sont très hypothétiques. Pourtant, la famille se sent rassurée d'être entrée dans ce monde génétique, qui sera peut-être le monde de demain. Et vous avez dit que vous ferez le test pour les futurs petits copains de votre fille. C'est vrai? Ah ouais? Ah ouais, non, mais je disais ça pour rire. Non, je vous assure, en fait, je disais que l'ADN, finalement, ce serait un bon moyen pour trouver le gendre idéal, plus tard, pour ma fille. Mais je ne le ferai pas, non, pas du tout. Je ne pensais pas. Tu dis ça maintenant, mais moi je te vois bien dans 20 ans le faire quand même, quand la technologie sera plus au point. Je te vois bien distribuer des tests à tous ces futurs petits copains. Tu serais capable. Ah ouais, tu me vois comme ça. Oui, ça ne m'étonnerait pas. Mais sérieusement, vous pensez qu'on pourrait s'en servir par exemple dans le monde du travail pour des nouveaux recrutements? Oui, on peut imaginer un monde où on serait sélectionné sur nos codes génétiques, où certaines compagnies rechercheraient tel ou tel marqueur du génome. Je ne vois pas pourquoi ils ne le feraient pas. Je veux dire, ça a du sens. Si un tel a des prédispositions pour la mémoire, l'organisation, la concentration, on peut lire toutes ces choses dans les gènes. Mais ça serait de la discrimination. Oui, bien sûr. Mais comme aujourd'hui, si vous passez un entretien d'embauche et que vous faites un test de QI, pour moi, c'est déjà de la discrimination. Le futur sera-t-il un jour un monde très génétique? Aux États-Unis, en tout cas, le Congrès a voté en urgence une loi interdisant la discrimination par les gènes, car ces nouveaux horizons attirent de plus en plus d'Américains. La société qui a fait ces analyses pour Ahmad et Nadine se trouve dans la Silicon Valley. C'est la petite voisine de Google, qui en est d'ailleurs le principal actionnaire. Et pour cause, Anne Wojcicki en noir est aussi la femme du cofondateur du célèbre moteur de recherche. Anne? Linda. Enchantée. La société s'appelle 23andMe, 23 et moi, comme les chromosomes. La meilleure invention de l'année selon le magazine Time. À l'entrée, les patronnes ne cachent pas une certaine fierté. Mais quel impact peuvent avoir ces révélations sur la vie des gens? À 23andMe, cette question ne se pose pas vraiment. Car discrètement, Google se positionne en leader de la médecine préventive par les gènes et se constitue un énorme fichier de données personnelles aux États-Unis. C'est pas un peu dur psychologiquement de délivrer ces informations comme ça à des gens sur Internet, leur dire qu'ils peuvent avoir telle ou telle maladie comme le cancer ou Alzheimer? Les gens qui font appel à nous trouvent ça plus motivant qu'angoissant, parce qu'au moins ils peuvent décider de prendre leur santé et leur vie en main. Alors encore une fois, les gens trouvent que c'est plus positif qu'angoissant. Oui, mais pour la maladie d'Alzheimer par exemple, il n'y a pas de traitement. Vous savez, ceux qui ont des prédispositions à la maladie d'Alzheimer préfèrent le savoir, parce qu'ils peuvent avoir envie de vivre différemment.
Parce que comme ça, ils peuvent se dire, tu sais quoi, au lieu de prévoir ma vie sur 80 ans, par exemple, je vais la prévoir sur 65 ou 70 ans et faire tout ce que j'ai envie de faire avant. C'est votre droit fondamental de savoir si les gènes donnent des prédispositions. Ça ne détermine pas tout, mais si vous avez des grands risques de développer une maladie, vous pouvez avoir envie de changer votre vie. Je crois que tout le monde devrait avoir le droit de savoir. Pourtant, dans les faits, connaître le secret de ces gènes peut bouleverser une vie. Nous partons à Hollywood, à la rencontre d'une scénariste américaine, Jessica Keller. Elle aussi a fait des analyses génétiques et sa vie, depuis, n'a plus rien à voir avec les séries qu'elle écrit. C'est très drôle de travailler pour cette série. C'est frais, c'est léger, très fifi. En fait, c'est une bonne distraction par rapport à la tragédie de ma vie ces dernières années. Le résultat l'a traumatisée. I see trees of green, red roses too. À 34 ans, elle a appris qu'elle avait 84% de risque de développer un cancer du sein comme sa mère. Alors, d'une certaine manière, la scénariste américaine a décidé d'être l'auteur de son propre destin. What a wonderful world. Je n'ai jamais pensé être positive à ce gène de cancer. J'ai été dans un état de choc terrible. J'ai été obsédée par cela pendant un an. J'y pensais tout le temps, toutes les heures, tous les jours. J'en parlais à mes amis, à des médecins. Et j'ai finalement décidé de faire cette opération parce que pour moi, cette opération, c'était mieux que d'avoir le cancer. Donc j'ai fait une ablation des seins et une reconstruction à 35 ans. C'est une décision très difficile à prendre pour une jeune femme comme vous. Oui. Vous savez, j'ai vu ma mère mourir dans des circonstances vraiment atroces. C'était au-delà du cauchemar. J'ai vraiment vu le cancer au plus près, dans sa forme la plus violente. C'est parce que j'en ai été témoin. Je sais ce que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai pris cette décision. Je ne voulais pas vivre le cancer. Je ne voulais pas vivre la chimiothérapie. C'était un choix terrible, comme s'il fallait choisir entre deux horreurs. Il n'y avait pas de bon choix, mais pour moi, le cancer, c'est de toute façon le pire. Mais il y avait quand même une petite chance que vous ne développiez pas ce cancer. Il y avait une petite chance. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas prise? Je ne suis pas une parieuse et ce n'est pas le genre de choses sur lesquelles moi je pourrais parier. Le test dit aussi qu'elle a 40% de risque de développer un cancer des ovaires. L'année prochaine, Jessica se fera donc opérer à nouveau, par prévention, dit-elle, ou par peur que les gènes transmettent aussi les mauvais destins. Que disent exactement nos gènes de nous-mêmes? Nos connaissances sur le génome personnel sont-elles suffisamment abouties? Retour en France, où nous avons posé la question aux représentants des comités d'éthique de différents pays, réunis en sommet international à Paris. Sur ce sujet, tous pensent qu'il faut rester très prudent pour l'instant. Ce sont des informations très puissantes, mais il y a aussi un risque très fort de ne pas bien les comprendre et de réduire le sens profond de ces informations, de ne voir en quelqu'un ou en nous-mêmes que des génomes, alors que la génétique est infiniment plus complexe. Et la manière dont les gènes s'expriment est un sujet incroyablement compliqué. Donc je crois que nous devons rester prudents dans son application et dans son interprétation.
Je pense que c'est irresponsable de délivrer ces informations sans expliciter le contexte et ce que ça veut dire vraiment par rapport à votre vie et à votre santé. Il y a bien d'autres choses que le génome. On le sait parfaitement maintenant. On ne peut pas complètement prédéterminer le comportement, sinon pas du tout, le comportement d'un individu en fonction de son génome. C'est faux. Même si nous ne sommes pas que des gènes, la recherche en matière de génétique avance et laisse entrevoir des perspectives d'avenir inédites pour le futur. L'expérience à laquelle nous sommes invités à Paris était encore inimaginable il y a quelques années. Bonjour. Bienvenue à l'Institut de l'Addiction, enchantée de vous rencontrer. Merci de nous recevoir. L'équipe de Marisol Corral travaille depuis des années sur un gène qui rend aveugle dès l'adolescence. Ces expériences sont très prometteuses. Normalement, s'il n'a pas de problème de vision, un rat arrive à suivre le mouvement des stries qui défilent dans le tambour. Lui, par exemple, n'y arrive pas. Il essaye de se concentrer sur les mouvements et tourner la tête, mais malheureusement, ça doit être probablement flou. Alors, les chercheurs ont injecté un nouveau gène dans l'œil de l'animal. Ça fait mal là, ce que vous lui faites, faire l'injection? Non, pas du tout. Ils sont sous anesthésie totale et ils sont traités comme des êtres humains contre la douleur, contre les infections et tout ce qui peut leur arriver pendant l'opération, entre guillemets. Et il n'y a aucune souffrance physique ni mentale du rat. Au bout de quelques semaines, le rat change complètement de comportement. Il suit à nouveau les stries du tambour. Il a retrouvé la vue. Ce résultat, c'est l'objectif de la thérapie qu'on est en train de mettre en place. Donc ça permet au final au rat de recouvrir la vue, que ce soit partiellement ou totalement. En tout cas, les rats qui seront traités avec notre thérapie auront ce résultat-là. D'ici 4 ou 5 ans, ce sera possible pour l'homme. Il y a à peu près entre 5 000 à 10 000 personnes qui attendent que ça en France, effectivement. Absolument. Qui ont cette maladie? Absolument. Au minimum. Si ces recherches se poursuivent, à l'avenir, qui accepterait de modifier ces gènes ou de les renforcer pour vaincre une maladie, un cancer, et vivre plus longtemps en bonne santé? L'homme transgénique pourrait-il être un jour une réalité? On pense que dans les 20 à 50 ans, on pourra remplacer les tissus défaillants. Donc on pourrait se poser la question, si on remplace ces tissus, est-ce qu'on ne peut pas aussi renforcer ces tissus par des gènes que l'évolution n'a pas prévus, n'a pas mis, puisque ce n'était pas son problème. On veut simplement ouvrir la discussion pour éventuellement empêcher que les technologies sont toutes mûres pour faire des choses et qu'on ne serait pas prêt culturellement, psychologiquement, et que, encore une fois, le résultat de la science et de la recherche, une technologie va faire peur. Et la peur, ça induit les interdits. Et l'interdit, ce n'est pas la meilleure façon de progresser. Bienvenue à cette 674e conférence de l'Université de tous les savoirs. Loin d'être des apprentis sorciers, les chercheurs ont voulu exposer ces idées lors d'une conférence ouverte au public à la faculté de médecine de Paris. Alors si vous permettez, je vais commencer par quelques définitions pour vous amener dans le... Pour la plupart des auditeurs, c'est la première fois qu'ils entendent parler de l'hypothèse d'un homme génétiquement modifié. Des mots qui étonnent ou captivent, des mots qui angoissent aussi. Au détriment de la longévité. Et la souris vit 10 jours de plus. Et la cellule peut se diviser à l'infini en accumulant d'autres mutations. Rajouter au génome quelque chose qu'il n'a pas, et il y a une meilleure performance. Donc on a construit une souris transgénique. Alors comment on fait pour construire une souris transgénique? On introduit un gène. Mais ce jour-là, soudain, dans la salle en plein débat, un obscur petit groupe décide subitement d'interrompre les chercheurs. Attendez, pour
excusez-moi, il est absolument hors de question que vous interveniez maintenant. Vous pourrez poser des questions après. Ces atteintes à la liberté de penser, à la liberté d'expression sont absolument insupportables. Vous êtes véritablement des petits terroristes de merde. Banderoles à l'appui, ils en viennent aux mains pour empêcher les scientifiques de s'exprimer sur le sujet. Les insultes fusent. C'est la panique à la faculté pour un simple débat d'idées. La preuve que de ce côté de l'Atlantique, le futur n'est peut-être pas encore totalement d'actualité. Et vous? Moi, je suis toujours étonné. Pourquoi il y a une telle psychose, la peur de changement? S'il y avait cette peur de changement au début de la vie, il n'y aurait que des bactéries. Alors, avancerons-nous à reculons jusque vers notre futur? Ou serons-nous au contraire attirés par ces perspectives vertigineuses? Peut-être finalement qu'un jour, d'autres générations de chercheurs raconteront cette histoire à d'autres générations d'étudiants, sur ces mêmes bancs de la faculté, en se souvenant de ces rêves un peu fous qui, depuis toujours, ont tenté de bâtir d'incroyables destins pour l'humanité. Parmi les hommes et les femmes de ce reportage qui ont déjà versé dans le futur, il y a Jessica Keller, cette scénariste d'Hollywood. À 35 ans, elle avait choisi une ablation des seins parce qu'elle avait 84% de risque de développer un cancer du sein. Alors, quelques nouvelles. Nous l'avions rencontrée à nouveau en 2014 avec sa fille Sophie sur les genoux. Et voilà ce qu'elle nous avait appris. Les gènes m'ont appris qu'il fallait aussi que je me fasse retirer les ovaires avant 40 ans. Je n'avais plus le temps pour tomber amoureuse. Alors j'ai décidé de l'avoir seule. Sophie est directement liée à ce test que j'ai fait. Jessica a donc eu recours à un donneur anonyme pour concevoir sa fille Sophie avant sa chirurgie des ovaires. Se faire enlever les seins et les ovaires en raison d'un risque de cancer, c'est ce qu'a fait l'actrice américaine Angelina Jolie. Des actes qu'elle a à chaque fois rendus publics et qui ont eu un large écho, peut-être même un effet. Aux États-Unis et au Canada, le nombre de consultations dans des centres de génétique ou dans des centres de dépistage de cancers familiaux ont augmenté. Et autre visage de ce reportage, la chercheuse Marisol Corral, qui travaillait sur une maladie génétique des yeux dont souffrent 5 à 10 000 personnes en France. Depuis la première diffusion de ce reportage en 2009, les essais pratiqués sur les rats il y a 6 ans sont depuis passés à l'homme. 15 patients sont actuellement en traitement, mais les résultats ne sont pas encore rendus publics. Dans vos commentaires cette semaine, vous exprimez surtout vos peurs et votre défiance face au vertige des progrès de la science. Sur Facebook, par exemple, vous dites « Soyons logiques, dans un monde surpeuplé, à quoi sert cet acharnement ?» Ou encore « Je ne vois pas l'intérêt de prolonger indéfiniment la vie ». Alors nous sommes allés voir Patrick Gaudret. Il est généticien, directeur de recherche au CNRS et membre du comité consultatif national d'éthique. Nous lui avons transmis vos inquiétudes. Écoutez-le. Oui, mais ce sont effectivement des craintes que je partage d'une certaine manière et des doutes aussi. Je crois qu'il faut se poser sérieusement la question de savoir prolonger la vie, pour qui, pourquoi, dans quelles conditions. Ça n'est pas obligatoirement un bien en soi et surtout, c'est quelque chose dont il faudrait laisser le libre choix à la société et que ce choix ne soit pas imposé par des sociétés qui nous vendent du rêve. Un rêve qu'ils fabriquent eux-mêmes. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est ça, c'est qu'on nous crée des besoins, on nous crée des envies et des besoins, et ensuite, ça devient une évidence qu'il faut, par exemple, faire séquencer son ADN. Alors que c'est une évidence. Pourquoi, dans quelles conditions, on ne nous l'explique pas et on est un petit peu dépourvu face à ce genre de questions.
Et puis avant d'accéder peut-être à la vie éternelle, quelques nouvelles de toutes celles qui ont défié la mort. Gertrude l'Américaine, la femme la plus âgée du monde, elle est morte à 116 ans lundi dernier. Elle est restée doyenne une semaine seulement après la mort de la japonaise Misao, disparue à 117 ans la semaine dernière. En France, notre doyenne s'appelle Olympe. Elle a 113 ans et demi. Elle n'a jamais fait de sport, jamais mangé 5 fruits et légumes par jour et jamais vu le médecin. C'est ce que raconte son fils. Un dernier chiffre, en 1900, l'espérance de vie atteignait 45 ans en France. Aujourd'hui, elle est d'un peu plus de 79 ans pour les hommes et de 85 ans et demi pour les femmes. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et maintenant, à vos clics. Oui, vous allez sur france-tv-info.fr, vous votez pour le reportage que vous voulez voir ou revoir la semaine prochaine. Et puis sur Facebook et sur Twitter, vous pouvez nous poser toutes les questions auxquelles vous souhaitez que Françoise et moi nous répondions. Très bel après-midi sur notre chaîne.